Et si du jour au lendemain, les femmes perdaient tous leurs droits? Plus le droit de lire, plus le droit d'écrire, plus le droit de posséder quoi que ce soit, juste le droit de procréer. C'est le cauchemar imaginé par Margaret Atwood dans La Servante écarlate, un roman dystopique publié en 1985. Mais attention, rien dans ce roman n'est totalement inventé. Atwood s'est inspiré de faits réels, notamment de la révolution iranienne, pour construire Gilead, un régime totalitaire, théocratique et militarisé, né sur le territoire des États-Unis à la suite d'un effondrement environnemental, social et politique. Ce régime s'est instauré après une crise mondiale de la fertilité. La pollution, les produits chimiques, les catastrophes écologiques ont mené à une chute drastique des naissances. Face à ce désastre, les fondateurs de Gilead ont voulu remettre de l'ordre. Mais au lieu de chercher des solutions écologiques, sociales ou médicales, ils ont choisi la voie du fondamentalisme religieux. Ils ont établi un régime patriarcal et totalitaire fondé sur une lecture archaïque de la Bible. Pour eux, la femme n'est qu'un ventre fertile au service de la société. Tout ce qui échappait à leur contrôle, sexualité, amour, liberté et culture, a été supprimé. Le langage a été purifié, les vêtements codifiés, les relations humaines effacées. Ce qu'ils veulent, un monde stable, hiérarchisé, reproductif et pur. Et pour y parvenir, ils ont réduit les femmes à des fonctions biologiques dans un ordre parfaitement verrouillé. Dans ce système, les femmes sont divisées en castes reconnaissables à la couleur de leurs vêtements. En bleu, les épouses, ce sont les femmes officielles des commandants, les hommes les plus puissants du régime. Elles sont stériles dans la majorité des cas, mais jouissent encore d'un certain statut social. En rouge, les servantes, ce sont des femmes fertiles assignées à un couple pour faire des enfants. Elles n'ont plus de prénom, elles deviennent de Fred, de Glenn, de Warren, c'est-à-dire appartenant à Fred, à Glenn, etc. Elles sont violées une fois par mois lors d'un rituel pseudo-religieux appelé la cérémonie, censé imiter un passage de la Bible. En vert, les Martha, ce sont les domestiques. Elles sont généralement trop vieilles ou stériles pour être servantes, mais assez dociles pour rester dans le système. En brun, il y a les tantes, qui surveillent le système et qui forment les servantes. Ce sont les seules femmes autorisées à lire, à écrire et à manier des armes. La plus célèbre est Tante Lydia. Elle incarne parfaitement la propagande de Gilead. Elle est cruelle, fanatique, convaincue de faire le bien. Ensuite, il y a les éco-épouses. Ce sont les femmes des hommes de basse classe sociale à Gilead, ceux qui ne sont pas commandants ou haut placés, mais qui ne sont pas non plus exclus du système. Elles doivent cumuler plusieurs fonctions, féconder, entretenir le foyer et même parfois travailler à l'extérieur. Elles portent des vêtements rayés au ton terne, un mélange de couleurs des autres castes féminines, ce qui symbolise qu'elles remplissent toutes les fonctions à la fois, épouses, servantes et domestiques. Enfin, les non-femmes, ce sont les femmes trop âgées, stériles, lesbiennes, féministes intellectuelles ou simplement insoumises. On les envoie dans des colonies, des territoires toxiques où elles ramassent les déchets radioactifs jusqu'à la mort. Gilead est un régime basé sur la peur, la surveillance et la religion d'État. La lecture, l'écriture, l'amour libre ou l'homosexualité y sont interdits. Le régime impose des rituels publics, pendaisons, cérémonies de reproduction, célébrations officielles pour maintenir l'ordre et la soumission. La langue elle-même est contrôlée, standardisée, purifiée. On y parle en citations bibliques, en formules toutes faites, en slogans sacrés, comme avec les célèbres phrases « sous son œil » ou « béni soit le fruit que le Seigneur ouvre ». Et maintenant que vous avez saisi l'ambiance, il est temps de passer au résumé du bouquin. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour la faire monter, ça me ferait vraiment plaisir. C'est parti! Le roman s'ouvre dans le Centre Rouge, un gymnase transformé en camp de détention. De Fred, la narratrice, dont on ne connaît pas son véritable prénom, y est enfermée avec d'autres femmes. Elles dorment sur des lits de camp sous la surveillance stricte de tante Sarah et de tante Elisabeth. Et puis il y a tante Lydia, une femme chargée de dresser les servantes à coups de versets bibliques, d'humiliation et de punition. Tout autour, le gymnase est cerné de clôtures surmontées de barbelés. Des anges, c'est-à-dire des soldats de la République de Gilead, gardent le périmètre. Et puis tout d'un coup, l'ambiance change, on quitte le passé pour le présent. De Fred vit maintenant dans une nouvelle maison, dans une chambre quasi vide, pas d'objets coupants, pas de crochets au plafond, rien pour se pendre. Elle est là pour tenir son rôle de servante chez le commandant Fred Waterford. Elle doit leur faire un enfant pour lui et son épouse Serena Joy, une femme autoritaire, ancienne vedette de la télévision
qui chantait dans une émission religieuse. Autrefois fervente partisane du retour des femmes au foyer, elle semble désormais en subir elle-même les conséquences, comme prise au piège du système qu'elle a contribué à instaurer. Dans cette maison, il y a aussi deux Martha, Rita et Cora. En sortant, de Fred croise Nick, le chauffeur du commandant, qui lui fait un clin d'œil. Un geste banal, mais qui à Gilead peut être interprété comme une provocation ou un piège. D'ailleurs, elle le soupçonne d'être un œil, c'est-à-dire un espion du régime. Les servantes ne se déplacent jamais seules. De Fred retrouve donc Glenn, sa partenaire officielle pour les sorties. Elles échangent quelques paroles, très codées, rien d'interdit, rien qui ne puisse les trahir. Les deux jeunes femmes se rendent en ville pour faire les courses. Là-bas, rien n'est écrit, tout est imagé, car comme je vous l'ai dit précédemment, les femmes n'ont plus le droit de lire. Sur le chemin, elles croisent deux gardiens. Ce sont souvent de jeunes hommes qui jouent le rôle de la police locale. De Fred s'amuse à les exciter, ce qu'elle voit comme un acte de résistance. Au magasin, les deux servantes croisent deux Warren qu'elles ont connus au centre sous le nom de Janine. Elle est enceinte, ce qui la valorise, en tout cas temporairement, car une femme n'a de valeur ici que si elle enfante. Sur le chemin du retour, Glenn propose un détour par l'église. C'est devenu un musée, et juste en face, il y a le mur où l'on expose les corps pendus des ennemis du régime, des prêtres, des médecins, des homosexuels ou des opposants politiques. Ce jour-là, 6 médecins, tous accusés d'avoir pratiqué des avortements. À Gilead, le crime est rétroactif. Même s'ils étaient dans la légalité à l'époque, leur simple passé est une condamnation. La nuit, de Fred se rappelle de son passé. Avant Gilead, elle louait des chambres d'hôtel pour retrouver Luke, alors marié à une autre. Ils sont devenus par la suite parents d'une jeune fille. Ensemble, ils ont tenté de fuir le régime avant d'être capturés, et depuis, elle est sans nouvelles. Un jour, de Fred croise le commandant devant sa chambre alors qu'il n'est pas censé s'y trouver. Cet écart dans les règles crée un début de tension. Une fois par mois, elle est examinée par un médecin qui vérifie si elle est en bonne santé pour enfanter. Ce médecin lui propose discrètement de la féconder, insinuant que les commandants sont souvent stériles, même si cette hypothèse est taboue à Gilead, car toute stérilité est attribuée aux femmes. Puis vient le moment de la cérémonie. En période d'ovulation, de Fred se rend dans la chambre du commandant et s'allonge entre les jambes de Serena Joy. Tout se fait selon un protocole glaçant, inspiré d'un passage biblique sur Rachel et sa servante Bila. Le commandant entre, lit un verset de la Bible, puis la pénètre mécaniquement, sans regard, sans tendresse, sans plaisir. Après l'acte, Serena Joy regarde de Fred comme une rivale. Elle est dégoûtée. Un jour, Nick fait savoir à de Fred que le commandant l'attend ce soir dans son bureau. De Fred est troublée car c'est une infraction aux règles. Le soir même, elle entre dans le bureau du commandant qui lui propose de jouer au Scrabble. Et là, c'est pas une blague, il n'y a pas de sous-entendu, il l'a fait vraiment venir pour jouer au Scrabble. Mais je vous rappelle que c'est un jeu interdit aux femmes. De Fred s'amuse, le commandant demande ensuite qu'elle l'embrasse avec amour. Plus tard, de Fred est appelé avec toutes les autres servantes car Janine, alias de Warren, est en train d'accoucher. On fait face à une scène étrange et ritualisée, les épouses jouent à accoucher en parallèle comme si c'était elles qui enfantaient. Quand le bébé arrive, c'est l'épouse qui le prend dans ses bras. Janine, pourtant la mère biologique, est mise à l'écart. Le soir, de Fred retourne voir le commandant, il rejoue au Scrabble, il lui offre même de vieilles revues de mode, pourtant interdites. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un homme qui veut se distraire avec son jouet, et de Fred le sait. Dans la nuit, de Fred se remémore la montée de cette dictature, et comment peu à peu, chacun a fini par baisser les bras, résigné de ne plus la combattre. Dans cette vie suspendue, de Fred continue ses sorties réglementées avec de Glenn. Peu à peu, de Glenn laisse entrevoir ses fissures. Elle fait comprendre à de Fred qu'elle a des doutes sur l'existence de Dieu, qu'elle est lesbienne, ce qui à Gilead est considéré comme un crime, et surtout qu'elle appartient à un réseau de résistants, le Mayday. Elle demande à de Fred de fouiller le bureau de son commandant, mais de Fred a encore des doutes et a peur de se faire prendre. Lors d'un rituel public, la Praivaganza, de Fred assiste à un mariage collectif. De très jeunes filles, parfois à peine adolescentes, sont mariées à des soldats. Tout cela est célébré comme une victoire divine, mais pour les femmes, c'est une soumission déguisée. Pendant ce temps, Serena Joy tente une stratégie. Elle propose à de Fred de faire un enfant avec le chauffeur Nick, car le commandant est peut-être stérile. Serena veut un enfant coûte que coûte, et de Fred n'a pas vraiment le choix. Le soir même, elle est conduite chez Nick. Il s'allonge en silence, sans tendresse, et pourtant, c'est le premier acte sexuel sans contrainte institutionnelle qu'elle vit depuis longtemps. Dans son placard, de Fred aperçoit une phrase écrite en latin, sûrement une phrase laissée par la servante qui la précédait. Le commandant amusé
lui explique que c'est une blague d'écolier en faux latin qui pourrait se traduire par « ne laisse pas les salauds t'écraser ». C'est dérisoire, mais pour De Fred, c'est devenu une devise de survie. Elle découvre aussi que la servante précédente s'est suicidée. Elle ne supportait plus cette vie. Un soir, le commandant l'emmène dans un club clandestin. Un lieu totalement interdit, mais pas pour tout le monde apparemment. C'est une maison de prostitution appelée Jezebel. Là, les femmes sont maquillées, habillées, offertes. Et là, De Fred y croise Moira. Moira, c'était la meilleure amie de De Fred bien avant Gilead. Elle a toujours été libre, drôle et courageuse. C'est elle qui refusait de se soumettre. Elle aimait les femmes, elle croyait en la liberté, et même quand le régime est tombé, elle a continué à se battre. Elle s'est même échappée du Centre Rouge, un acte presque impossible. Pour De Fred, Moira représente ce qui lui reste d'espoir. Moira lui raconte son évasion, sa course et sa capture. Elle lui explique comment elle a préféré Jezebel plutôt que d'être envoyée aux colonies. De Fred est choqué, car Moira n'est plus une héroïne, c'est une femme brisée, une de plus. De retour à la maison, De Fred poursuit les visites clandestines chez Nick, comme Serena l'y avait poussé. Mais cette fois, ce n'est plus une corvée imposée par le système, c'est devenu un refuge. Et pourtant, le danger est toujours là, en toile de fond. Un jour, De Glenn et De Fred sont contraintes d'assister à une particicution, un rituel sanglant où les servantes sont encouragées à lyncher un homme désigné comme traître. Cette fois, l'accusé est présenté comme un violeur. Mais De Glenn devine la vérité, c'est un opposant politique. Alors pour lui éviter une mort lente et atroce, elle s'avance la première et lui assène un coup fatal. De Fred est sous le choc et comprend ce jour-là que même la violence, même la rage des femmes est orchestrée par le régime. Mais peu après, De Glenn est remplacé par une autre femme plus méfiante qui lui révèle que De Glenn s'est pendu avant de se faire attraper par les yeux. Puis Serena découvre la vérité. Elle comprend que son mari voit De Fred en cachette et qu'il l'a emmené à Jezebel, ce lieu interdit. L'ambiance change, l'étau se resserre, De Fred devient suspecte. Elle guette la moindre faille, elle cherche comment fuir avant qu'il ne soit trop tard. Jusqu'au jour où tout bascule. Des hommes frappent à la porte, ce sont les yeux, la police du régime. Ils viennent chercher De Fred, Serena reste figée, glacée, le commandant bredouille, il ne comprend pas. De Fred, elle, sent la panique monter, c'est la fin, et elle le sait. Mais alors, Nick intervient discrètement et lui dit que ces hommes font partie du réseau Mayday. Mais De Fred n'en a pas la certitude. Elle le regarde une dernière fois, puis se laisse emmener. Vers la liberté, une autre prison, la mort, personne ne le sait. Et puis silence, le récit s'interrompt brutalement. Mais Margaret Atwood nous réserve un dernier retournement. En guise d'épilogue, elle ajoute un document fictif, un colloque universitaire tenu au XXIe siècle. Des chercheurs analysent les témoignages de la servante retrouvés sur des cassettes audio. On apprend que l'histoire d'Offred a survécu, transmise clandestinement, et qu'elle fait désormais partie des archives historiques. Ce procédé permet de rappeler que les régimes totalitaires ne durent pas toujours, mais qu'il faut en garder la mémoire. Et 34 ans après La Servante écarlate, Margaret Atwood revient en 2019 avec la suite très attendue, Les Testaments. Ce second roman se déroule une quinzaine d'années plus tard et explore à travers plusieurs voix féminines les failles internes de Gilead et la possibilité de sa chute. Mais dans le fond, La Servante écarlate n'est pas simplement une dystopie glaçante, c'est une réflexion puissante sur le corps de la femme comme enjeu politique. À Gilead, la fertilité est un bien d'État. Les femmes n'ont plus aucun droit, elles deviennent des matrices humaines, dépossédées de leurs désirs, de leur corps et de leur nom. De Fred le dit elle-même, son corps n'est plus qu'un monticule de chair, un simple récipient. Ce contrôle passe aussi par les mots, car le langage est aussi un moyen d'oppression. Les femmes ne portent plus de prénoms, elles s'appellent De Fred, De Glenn, De Warren, des prénoms qui signifient appartenant à. Même la violence institutionnelle est camouflée derrière des néologismes aseptisés, comme avec la prévaganza ou la persécution. On pense évidemment à Orwell, où contrôler le langage revient à contrôler la pensée. Et certains opprimés deviennent même des complices par confort, par peur ou par résignation. Atwood ne livre pas un roman manichéen, les frontières entre victimes et bourreaux sont souvent troubles. Certaines femmes comme Serena Joy ou Tante Lydia participent activement au système. Elles trouvent à leur échelle une forme de pouvoir dans un régime qui les opprime. Et même De Fred, en apparence passive, s'accommode parfois à du confort, de la routine, voire de sa relation ambiguë avec Nick. Car la survie passe aussi par le compromis. Et bien sûr, comme thème majeur, il y a les violences sexuelles maquillées en devoir sacré. Gilead prétend avoir aboli le viol,
mais l'a seulement institutionnalisée. La cérémonie est une agression rituelle. Le club clandestin Jézabel, quant à lui, révèle l'hypocrisie d'une société où les hommes de pouvoir prêchent la pureté tout en exploitant sexuellement des femmes rebaptisées pécheresses. Enfin, Atwood interroge aussi le féminisme lui-même, notamment dans ses formes les plus radicales. Elle montre comment certaines dérives moralisatrices ont pu alimenter paradoxalement un discours autoritaire. Atwood ne moralise pas, elle observe et explore les zones d'ombre, les compromissions, ces glissements presque imperceptibles qui transforment les victimes en rouages du système. Et c'est toute la force de cette dystopie qui sonne comme un avertissement. Car comme le dit Margaret Atwood, tout ce qui est décrit dans ce roman est déjà arrivé un jour, quelque part, dans notre monde réel. Voilà, sinon c'est un livre que je vous invite à lire ou à relire. Sinon, pour les plus feignants, vous pouvez aussi regarder la série. La série qui va quand même plus en profondeur. J'ai regardé quelques épisodes et franchement, elle est plutôt cool. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like à la vidéo, mettre en commentaire tes conseils ou tes insultes et bien sûr t'abonner à la chaîne pour la faire grandir. Voilà, c'était Rémi. Ciao!